les tables de signature et c'est bientôt prêt. Pour la postérité, la cerise. Voilà. Citoyens, mesdames et messieurs. Alors évidemment, très heureux et fier d'être parmi vous aujourd'hui afin de souligner un événement hors du commun, un événement important. On célèbre aujourd'hui une victoire, un événement marquant, comme il s'en fait peu dans le domaine littéraire et culturel. On fête aujourd'hui le 75e anniversaire des éditions Pierre Tisser, 75 années de passion et d'ambition. À titre de maire de Rosemère, et je rajoute mon titre de préfet de la MRC Thérèse de Dainville, je vais vous témoigner au nom de l'ensemble de nos concitoyens toute l'admiration et l'amour qu'ont les Rosemérois pour les éditions Pierre Tisser et pour l'ensemble de la famille Tisser. La ville est ravie de répondre présente à l'invitation lancée par Mme Castiez et Mme Tisser. La maison d'édition est une institution. Alors, Madame Harvey, bravo, merci. Très heureux de fêter aujourd'hui 75 ans sous le soleil, comme vous pouvez le voir. Donc on est très heureux aussi d'être accueillis et à Rosemère, que je viens de découvrir, et merci Monsieur le maire d'être maire d'une aussi jolie ville, c'est vraiment très agréable d'être ici. Et merci à cette église de nous accueillir également, de 0 à 17 ans. Donc vous voyez, on a toute la palette de la jeunesse jusqu'aux adolescents. Et la promotion, évidemment, de la création, de l'édition littéraire québécoise et franco-canadienne. On travaille également avec nos amis à travers toute la francophonie canadienne. L'union fait la force. Donc on est... au Québec. Alors j'aimerais juste vous parler un petit peu de mon père, qui a fondé cette maison d'édition, qui est arrivé de France en 1947, après 5 ans dans un camp de prisonniers allemands, et qui, parce qu'il avait la passion des livres depuis toujours, a décidé de se lancer dans le monde de l'édition. Et à l'époque, c'était avant la Révolution tranquille, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où de jeunes auteurs, romanciers, pouvaient faire publier leurs œuvres. Je suis un peu nerveuse parce que je suis d'abord une auteure. Aujourd'hui, on m'a nommée animatrice, si vous voulez, du Café littéraire jeunesse. Ça me fait plaisir. Mais je ne suis pas habituée, mais ça devrait être, encore une fois, très agréable. Surtout que je connais très bien les auteurs qui sont à ma gauche. Ce sont des gens que j'apprécie. On se voit même à l'extérieur des salons du livre, on se parle d'autres fois. Roman jeunesse publié aux éditions Pierre Tisser. Les éditions Pierre Tisser ont d'ailleurs publié mon tout premier roman, celui qu'on envoie là, avec le cœur palpitant dans la poste et qu'on se demande s'il y a quelqu'un qui va être intéressé, qui s'intitulait Zach et ses électrons. Twister qui a remporté des prix. Et que les jeunes m'ont souvent dit, on aime ça, et ça fait près de 20 ans aussi. Hein, Frédéric, on est arrivé presque en même temps aux éditions. On est tout jeune, on a 20 ans. Oui, voilà. Mais, et qui pourtant, Twister continue d'attirer les jeunes. Donc, je vous remercie. Michel Soriol, Geneviève Mativa, qui non seulement est auteure chez nous, mais c'est notre directrice littéraire jeunesse, et par-dessus, et parfois adulte aussi, et par-dessus le marché, c'est notre lauréate du prix du gouverneur général du Canada pour son très grand roman « À l'ombre de la grande maison », et je vous le recommande très très hautement, c'est un grand roman. Bravo Geneviève. Et il y a son papa qui est là, Daniel Mativa,
qui a publié d'innombrables titres chez nous, qui se spécialise, pas seulement, mais en grande partie dans le roman historique pour les jeunes. Sylviane, là, tu parlais tout à l'heure, mais tu parlais, puis je pense que tu as donné déjà ta réponse, là, mais bon, pour ceux qui n'ont pas entendu... oui, mais c'est pas grave, on va quand même le dire. Donc, dans l'œuvre de Sylviane Thibault, donc le personnage de Twister, c'est très important. Donc, et qui est l'auteur de 2 romans historiques féministes, très, très importants, d'après moi. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole, mesdames et messieurs. Voilà. Mon nom est Michel Brunet. Je suis l'auteur de 2 essais historiques sur le rôle des empires dans l'histoire du Québec. On en parlera plus tard. Mais je vous présente sans tarder nos 3 invités. Christian Ricard est né à Montréal et habite Boucherville. Il est l'auteur d'un premier roman qui vient tout juste d'être publié. Il est intitulé « Une piste sanglante ». Alors, Christian, bonjour. Très beau titre en passant. Ensuite, j'ai le plaisir de retrouver Solange Cassier, née à Lille, en France, et non pas à l'île d'Orléans. Elle habite Montréal. Elle est l'auteur de 2 romans mettant en vedette le personnage d'Héloïse, donc Héloïse 1900-1935, publié en 2017, et Héloïse de ses propres ailes, publié l'an dernier. Enfin, je termine les présentations par quelqu'un qui n'en a pas besoin. Daniel Lessard est né à Saint-Benjamin-en-Beauce, tout le monde le sait maintenant depuis le temps, et il demeure à Ottawa. Connu et admiré pour sa brillante carrière à Radio-Canada, il est également l'auteur, j'avais écrit 10, mais on me dit que c'est 12 maintenant. Michel dit 13, moi je dis 13. Alors, ça semble, en tout cas, on dépasse la dizaine. Moi, je croyais que c'était Pierre Bruno qui avait pris sa retraite. Alors, et certains se souviendront, certaines de parmi vous, de sa célèbre trilogie du personnage de Maggie. Son dernier roman, à moins qu'il y en ait eu un autre, s'appelle « Le petit docteur de Saint-François-de-Beauce ». Il a été publié en 2021. Mes informations sont exactes. Voilà, c'est bon. De ces enseignements-là. Alors, dans mon cas, moi, j'ai besoin d'un personnage réel. J'aime bien imaginer, mais j'aime bien partir du concret. Et un personnage qui a une quête. Et le personnage de ma grand-tante, c'est-à-dire la sœur de mon grand-père, Héloïse, née en 1889, l'année de la Tour Eiffel. Il y a d'autres projets en cours, mais ce qui est important, c'est ça, que le personnage ait une quête et nous emmène émotionnellement là où on a envie que vous alliez, en fait. Sur la Côte-Nord, ici au Québec, avec les Autochtones et tout. Qui est une région ou un thème que vous connaissiez? Pas vraiment. Je suis même allé visiter les lieux pour me valider ensuite, mais oui, c'est ça. C'était un petit peu pour ça. Et le lien avec les Autochtones, alors, est-ce que vous avez toujours été attiré? Qui me pose toujours les 2 mêmes questions. Pourquoi ce sont toujours des femmes qui sont les personnages principaux de tes romans? Et deuxièmement, pourquoi tu détestes autant les curés? Commençons par les femmes. La raison est une raison simple, je les aime beaucoup. Il y a eu des femmes très fortes dans l'histoire de ma vie, celles que j'ai aimées. Mais ma mère était ce qu'on appelle une femme forte qui contrôlait tout. Chez nous, s'occupait de toutes les choses importantes. Mon père s'occupait des vaches, des cochons, des chevaux, de la terre. Et une tante, la sœur de mon père, qui a été la première femme... Les Français eux-mêmes. Et ensuite, ça se poursuit dans les années 30 à Montréal, qui n'est pas un environnement de vie qui nous vient facilement à l'esprit. Il faut tout reconstruire. Oui, c'était la construction, en fait, c'était de l'imaginer. Elle a vécu des expériences littéraires en France, elle a rencontré des grands auteurs, mais elle était toujours timide et craintive parce qu'elle n'était pas encore acceptée dans l'association des gens de lettres ou des choses comme ça. Et quand elle vient au Québec, elle a la chance d'être parrainée par un libraire. Et ensuite, Donc, ton personnage principal s'appelle Manique. Le titre est une piste sanglante. Alors, est-ce qu'il y a là-dedans, chez Manique, par exemple, un élément dans l'histoire qui est criminel et qui t'aurait obligé
C'est un personnage qui rentre dans une chambre et qui appuie sur le commutateur. Les gens vont dire il n'y en avait pas à cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité. Alors ça demande une recherche intensive, ça demande beaucoup de rigueur à ce niveau-là. Et je te dirais, et je termine là-dessus, c'est ce que je mets le mieux dans les romans historiques, tous mes romans historiques qui couvrent la période de 1900 jusqu'à 1960, jusqu'à la crise d'octobre en fait. J'ai appris 10 fois plus sur l'histoire du Québec que j'ai appris dans la vraie vie. J'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. L'importance d'Adélard Godbout, par exemple, qui a été premier ministre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon mari va venir à Singapour parce qu'il dit « Tu trouveras jamais l'endroit ». Je dis « Tu vas voir ». Chercher en eBay, sur eBay, j'ai trouvé une vieille carte postale avec le nom de mon grand-père et l'adresse de son usine sur la rue Albert Street à Singapour. Arrivé à Singapour, j'ai demandé au taxi 49 rue Albert Street. Il me dit « Madame, ça n'existe pas. » J'ai dit « Si, ça existait il y a 100 ans. » Et je ne raconte pas la suite. Donc, à suivre, comme on dit. Et alors... Le questionnaire adulte, c'est Daniel Lessard qui l'a préparé et qui va l'animer. Et il y aura bien sûr des prix. Alors, Daniel. Le principal du premier roman de Marie-Claire Blais qui s'appelait Une saison dans la vie d'Emmanuel. Est-ce que c'était Jean le Maigre, Jean le Loup ou Jean le Parfum? Mademoiselle? Merci, bravo, félicitations. Jean le Maigre. Ce soir à côté, ça va être plus sympathique. Pourquoi la conversation au coin du feu? Voilà. Alors, Michel vous a expliqué de quoi il s'agit, ce que Michel, l'autre Michel, a écrit. Pour le situer rapidement, Michel a été plusieurs choses dans sa vie. Je vais garder seulement les sérieuses, oublier le plus possible ses aventures politiques. Michel était un grand fédéraliste. Il était professeur en sciences politiques, maîtrise en... Dans ce que j'ai essayé de faire. D'abord, la première chose, je ne suis pas un historien. J'ai jamais prétendu l'être. Alors, ce que j'ai fait, ce sont deux essais historiques, donc, qui se suivent. Donc, nos ancêtres sous le régime français et nos ancêtres sous le régime anglais qui est suivi, donc en 8 décennies, de 1760 à 1840. Très important pour nous d'avoir cette idée qu'il y a un prisme que j'ai emprunté qui donne un éclairage un peu différent de ce qu'on sait. D'abord, quand les Français sont arrivés ici, il y avait une explosion. Sans nombre suffisant, elle était à la merci de tout le reste. Alors, c'est très intéressant, Daniel. Je reproduis dans le premier volume, Jean Talon arrive, et puis on en a parlé comme intendant. C'est vrai que moi, je trouvais que peut-être sa réputation était surfaite, mais c'est quelqu'un qui voulait développer la colline. Et il trouvait qu'à comparer aux colonies américaines, ça avançait pas. Alors, il écrit, on crée petit à petit une classe politique qui donne parfois des leçons aux maîtres britanniques qui nous gouvernent. De résistance. Des leçons de résistance. Des leçons de résistance. Parce que l'objectif des Britanniques à l'époque, c'était d'écraser ce peuple sans histoire, sans culture, de gens insignifiants. On les gardait s'ils étaient capables de... Dans un regard que j'ai, quand je regarde nos ancêtres, à partir des capitales métropolitaines, des capitales des empires qui se sont succédés. On sent en lisant vos deux essais, Michel, que vous avez une admiration sans borne pour nos ancêtres. Oui, absolument, parce que, vous savez, en 1764, il doit y avoir 300 anglophones à Montréal. Les anglo-américains sont 300. Ils veulent une assemblée élue, c'est un droit britannique. Et c'est extrêmement vrai. Tes deux essais sont d'un enseignement incroyable. Je pense que tout le monde devrait avoir tes deux essais comme livre de chevet, et puis même